Alors, étape suivante, ce qu'on appelle le inverted blended learning et les classes inversées. Classe inversée, vous connaissez? On en parle partout. Vous avez déjà pratiqué? Oui? Vous en pensez quoi dans la pratique? Avantages, inconvénients, difficultés? Ça amène un bon changement, quoi. Pour les élèves, c'est assez sympa de faire une partie comme ça, une partie autrement. Si on fait que ça, ils meurent. Oui. On a fait la première fois, la plus grosse critique qu'on avait eue, c'est qu'avec ça, on est obligé de travailler. Oui, c'est vrai. On parle de contraintes macabres. Il y a une étude à Hollandais qui montrait qu'en fait, les plus retours à l'innovation, ce n'était pas les profs, c'était les élèves. Parce qu'en fait, quand on est réunis, on s'assoit, à la haute école, on s'assoit, il y a 150 personnes, 200, on ne veut pas être dérangé, quoi. Ma fille a fait beaucoup de travail comme ça. Elle a fait son Master 1 en Finlande. Donc, elle est arrivée de la Belgique, en endroit où on met 300 personnes pour faire dans la troisième année, ils sont plus 150. Elle commence à 800 et finit à 90 chez nous. Et elle a vécu 3 ans où il fallait s'asseoir dans un amphi, écouter le prof, blablabla, qui n'avait parfois pas de support de cours. Il fallait passer un examen. Puis elle arrive en Finlande, on lui dit, écoute, chez nous, tu as 12 séminaires d'1 heure par semaine, par groupe de 20, avec un assistant. Mais chaque séminaire, tu as 4 heures pour préparer avec des guides, des choses. Donc là, pendant 1 an, elle a vécu une année académique où elle travaille beaucoup en groupe, en bibli, avec des supports à préparer avant. Et 1 heure de séminaire avec un assistant, en petit groupe, où on les mitraillait de questions, ils devaient être prêts parce qu'ils étaient cotés là-dessus. Et elle est revenue totalement transformée. Le pire, c'est qu'elle doit faire sa dernière année en Belgique, c'est une catastrophe. On n'a plus trop envie. Donc oui, les pratiques de classe inversée, elles sont chronophages, elles sont très demandeurs pour les étudiants. Et je peux comprendre qu'en effet, c'est qu'ils râlent parce que oui, on doit travailler. Et chez vous, même sentiment? Moi, je l'ai fait en tant qu'étudiante. D'accord. C'est bien. Et alors, vous l'avez vécu comment? C'est bien aussi, mais il ne faut pas trop, parce que ça demande aussi pas mal de travail. Et puis on sort aussi grand des choses, parce qu'on arrive en classe et on sait de ce que ça va parler, donc on a l'impression d'être... c'est intéressant en fait. On peut se poser des questions déjà à l'avance, on peut déjà peut-être poser des questions aux profs si ça cloche d'avant. C'est un des arguments de vente, ça, aux académiques et aux profs des hautes écoles. Parce qu'en fait, vous êtes des spécialistes pointus de votre domaine. C'est comme ça. Vous avez fait de belles études, vous étiez parmi les meilleurs de vos classes, certains ont fait des doctorats, vous êtes des spécialistes de votre domaine. Et parfois, dans certains cours que l'on donne, vous allez passer beaucoup de temps à transmettre de la matière assez basique. Alors que vos étudiants, ils pourraient tirer beaucoup plus profit de vous et de vos connaissances dans d'autres domaines. Et donc, quand on parle de ça à un expert, ça lui parle parce qu'il comprend qu'en fait, oui, certaines parties avant, assez basiques, transmissives, peuvent être véhiculées avec d'autres moyens. Donc du coup, le moment présentiel, il est beaucoup plus enrichissant et c'est là que vos étudiants vont vraiment tirer parti de votre degré d'expertise. Et donc c'est quelque chose avec lequel il faut beaucoup parler. Alors la classe inversée, ça a pas mal de ressources, mais il y avait Kim et Kim, ça on dirait un groupe de R&B des années 80, mais non, c'est 2 chercheurs de Hong Kong, qui ont sorti un truc qui s'appelle The 9 Principles of Design for Flipped Classroom. Et eux, c'est intéressant parce que pour le design pédagogique des classes inversées, ils vous donnent 9 conseils. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de danse, mais voilà. Et les 9 conseils, ils sont ici. Mais en fait, ils sont articulés autour de 4 dimensions. 1, la présence du prof, parce que quand vous demandez un travail en ligne, c'est important que l'étudiant, quand il se connecte dans une interface, il ait le sentiment qu'il y a un prof derrière. En neurolinguistique, Suzanne Brennan expliquait ce sentiment, elle parlait de coprésence. Quand on se connecte quelque part, psychologiquement, savoir qu'il y a d'autres personnes en même temps que moi qui sont connectées, et le prof, ça m'amène de la confiance et de l'envie de travailler. Si je suis devant une machine learning ou les learning machines à l'ancienne, comme à l'armée quand on testait les compétences cognitives à la Skinner. Où les sous-doués passent le bac. Où les sous-doués passent le bac, mais là tu avais des feedbacks. Attention derrière, je pose une question. Ok, et donc la présence du prof, elle doit être là. Elle peut se faire via 3 principes qui sont énoncés ici. 1,
comment on dit incentive en français? Provide an incentive. Allez, linguiste. Encouragement, incitation. Incitation, voilà. Trouver une incitation pour que les étudiants travaillent en ligne. Et puis, amener un mécanisme pour vérifier que ce qui ont été transmis chez eux a été compris. Parce qu'en fait, les quiz, vous savez, actuellement, on parle beaucoup aussi il y a des petits logiciels qui permettent de faire du vote électronique sur smartphone. Il y en a un belge qui s'appelle Booklab, qui est vraiment très bien, que je recommande. Très Socrative. Socrative, et moi j'ai dit ça beaucoup avant, mais Socrative, il n'innove plus. Je trouve que Booklab bien. Enfin, on en discutera, mais je recommande le truc. Le problème de ça, c'est que l'enseignant en posture transmissive, là je suis en train de vous expliquer plein de choses, et comme je suis très bon, je suis sûr que vous avez tout compris. Et donc je ne vais pas vous demander 5 questions pour voir si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit, parce que peut-être je risque d'être déçu des réponses. Donc c'est pour mon orgueil personnel, je ne le ferai pas. Mais c'est important au niveau des classes inversées de se dire en effet, si je demande à mes étudiants qui a un travail en ligne seul ou en groupe, de visualisation de contenu, de compréhension de concept, avant qu'ils viennent en présentiel, il faut que je fournisse moi un matériel qui a montré qu'ils ont au moins compris. Moi j'ai fait l'université il y a longtemps, c'était début des années 90, et j'ai commencé par un échec en école d'ingénieur, j'ai arrêté en 2e année, et on avait des cours de maths monstrueux, et en fait on n'avait jamais de test, jamais d'interro, il fallait vraiment attendre la fin de l'examen et l'année de juin, parce qu'à l'époque il n'y avait même pas de semestre, c'était tout en fin. Et c'était le jour de l'examen qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas compris grand-chose. Parce qu'en fait, on s'entraînait tout seul, il y avait des démonstrations dans les bouquins, mais il n'y avait personne pour nous dire si nos exercices étaient vraiment bons ou pas. Alors, il y avait des séances de TP, mais il fallait trop vite. Et donc voilà, il n'y avait pas d'interactivité. L'interactivité, c'est ça. Mettre un quiz à la fin d'un cours en ligne, c'est prouver aux gens, leur donner un positionnement sur ce qu'ils ont compris du message que vous leur avez transmis. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'en fait, il n'y a pas 20% du message que je transmets aujourd'hui qui a été compris. Et je le sais, donc c'est pour ça que je suis très bon vent. D'accord? Donc c'était le point 2. Troisième, amener justement un feedback prompt rapide. Et feedback prompt rapide, justement les feedbacks automatiques, c'est quelque chose qui peut aider. Ensuite, il faut travailler sur la dimension de la présence de l'apprentissage, la présence de l'apprenant. Donc ça veut dire qu'il faut leur laisser le temps, bien calculer le temps qu'il leur est demandé avant, pour qu'ils aient bien le temps de faire les choses et qu'ils arrivent prêts. Social presence, donc la présence sociale, donc amener des éléments qui vont contribuer à la création d'une communauté d'apprentissage. Et puis, amener des technologies qui sont familières et rapides d'utilisation. Il y a beaucoup de beaux projets pédagogiques qui sont morts parce que les interfaces informatiques présentées étaient inutilisables. Donc, pas trop compliquer les choses, c'est bien. Et puis, la présence cognitive, avec 3 principes. L'opportunité pour l'étudiant d'avoir une première exposition au contenu avant le cours en présentiel. Clairement travailler la cohérence entre ce qui est demandé en ligne et ce qui sera demandé en présentiel. Et puis, avoir des instructions extrêmement claires. Si vous suivez ces 9 principes-là quand vous designez une classe inversée, on va vers du succès. Alors, comme apparemment les classes inversées sont très trendy en Asie, il y a Lowblue et Ken qui ont en 2017 aussi fait un petit peu une espèce de modèle de principe pour qu'on puisse designer un peu mieux. Ils en ont fait 10 les classes inversées. Je vous laisserai le lire après. Je voulais simplement vous montrer ça parce que c'était important de s'imaginer que derrière le numérique, il n'y a vraiment que de la scénarisation pédagogique qui est faite et que toutes les recherches qu'on trouve derrière la vidéo, on le verra tout à l'heure, et derrière les systèmes qui s'appuient beaucoup sur la vidéo comme ceux qu'on vient de voir, le blended learning, le MOOC, les classes inversées, le inverted blended learning sont des modèles qui s'appuient beaucoup sur les ressources multimédia. Je n'ai pas dit un mot sur le inverted blended learning. Dans le blended learning, généralement, c'est le présentiel qui est fait et qui est avant ce qui est fait en ligne.
Donc, je travaille avec vous, puis vous faites un truc en ligne où on renforce ce qu'on a vu en présentiel. Le Inverted Blended Learning, c'est plutôt le contraire, puisqu'en fait, on part d'un cours en ligne et on adapte un présentiel dessus. Dans le Blended, je fais mon présentiel, j'adapte du en ligne dessus, tandis que l'Inverted Blended, c'est l'inverse. Je pars d'un cours en ligne qui existe et j'adapte mon présentiel autour. Ce qui n'est pas une hérésie. On a fait le premier tour. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? On a fait un peu le tour du monde, oui. Oui, je suis désolé, mais j'ai quand même pas bien compris le principe d'une classe inversée. L'idée, c'est que ce sont les élèves qui enseignent. Alors, ça peut être un des scénarios. La classe inversée, si vous voulez, je vais essayer de prendre cette illustration-là. Dans la classe traditionnelle, on va dire, le moment présentiel est là, la majorité de l'enseignement se fait là, et après vous avez un moment, après le cours, où l'étudiant peut s'entraîner, retourner sur les contenus qui ont été vus là, d'accord? Dans ce type d'enseignement, ça reste assez transmissif, parce qu'on doit quand même transmettre des contenus dans son enseignement. L'idée de la classe inversée, c'est de se dire, ok, je vais créer un moment antérieur à mon présentiel, je vais garder cet entraînement-là. Et en fait, ce moment présentiel, je veux qu'il soit plus optimisé, plus interactif, plus dynamique. Ce qui veut dire que comment je vais gérer la charge de transmission des contenus qui doivent être transmissifs en amphi, qui ne sont peut-être pas nécessaires. Donc là, on va demander un travail préalable aux étudiants dans le cours. Alors ça va être la consultation de vidéos, ça peut être la consultation d'articles de texte, ça peut être tout type de ressources qui vont toucher la thématique que je vais aborder là. Et puis, entre les deux, je vais proposer un petit test pour vérifier qu'ils ont bien compris, éventuellement un petit forum pour qu'ils demandent des spécificités. Et donc, en fait, quand j'arrive ici, le contenu principal, je sais qu'ils l'ont vu. Alors, comment j'arrange ça avant? Classiquement, c'est plutôt le prof qui va produire des ressources ou qui existe des ressources existantes pour créer cet environnement. Donc, les étudiants, avant votre cours, vont passer 2 heures de travail en ligne, en groupe ou individuellement. Mais ça peut être l'étudiant qui enseigne aussi, c'est bien oublié, parce qu'en fait, c'est notre dimension qu'on oublie, c'est qu'en fait, nos étudiants sont aussi des gens qui peuvent présenter le savoir. Donc, dans certains scénarios de classe inversée, on a une préparation ici, où sont les étudiants qui produisent des contenus sur une thématique. Donc, en fait, la classe inversée, c'est un peu du triple saut. Tout ce qui est fait avant, contenu, tout ce qui est fait pendant, j'optimise pour mettre plus de place à l'interaction, et puis après, je propose de l'entraînement, de la vérification, du renforcement. mais je me demandais quelle était la différence par rapport aux travaux de séminaire traditionnels, où on devait lire les articles à l'avance, les résumer, les présenter dans les collègues. En général, c'était assez barbant parce que tout le monde n'avait pas la capacité de présenter des choses de manière intéressante. Alors, mais ça, je pense que nature humaine, elle est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas transformer. J'ai mis des phrases, ma première me disait, mais c'est un peu nul. On ne peut pas transformer un baudet en cheval de course, on disait. Un baudet, c'est un âne en belge. C'est intéressant, mais alors là, je pense que c'est un peu l'ancêtre. L'approche séminaire, c'est un ancêtre de ça. Simplement, l'approche séminaire, on ne donnait pas les moyens d'avoir une qualité optimale de ce qui était présenté. Donc je dirais, dans la vision actuelle des classes inversées, on va essayer de voir en ligne comment faire pour qu'il y ait une assurance que le travail soit bien fait avant. Et c'est, oui. Tu peux prendre sur le triangle pédagogique ou ça, qu'on n'aime pas, mais l'idée c'est que quand on est en présence, on va maximiser la présence de l'enseignant pour aller vraiment en profondeur sur les apprentissages. L'apprentissage a été fait avant. Et puis on va travailler l'interaction. Et puis le côté formation, le côté apprentissage a été délocalisé avant le cours. Et ça, c'est un gros avantage. Même si de temps en temps on a de mauvais étudiants qui présentent mal, je pense aujourd'hui encore on a beaucoup plus de mauvais enseignants qui enseignent mal. En tout cas dans le supérieur. Si j'appliquais ces principes-là à votre projet de séminaire, en fait, il faudrait que je voie mon séminaire à l'ancienne et que je le passe à la moulinette de ces principes. Parce qu'en fait, je me dis, ok, provide a mechanism to assess student understanding. Provide prompt adaptive feedback. Donc moi, ça veut dire que dans un scénario de classe inversée de mode séminaire, il faut que je prépare vraiment un mécanisme qui m'assure que la tâche soit bien comprise, qu'il y a un mécanisme qui va nourrir mes étudiants pour qu'ils puissent
produire correctement et préparer un contenu, et un mécanisme qui va évaluer la qualité de leur production et de leur compréhension avant même qu'ils viennent présenter. Alors, je l'ai fait en médecine avec un prof, ça, avec du peer review. Donc, dans la classe inversée, en fait, les étudiants devaient présenter une vignette clinique, mais la vignette elle avait été vue par 2 groupes de pairs en feedback avec une grille qui était arrivée. Et donc, la version qu'on avait en public, elle avait été vue par les pairs, et c'était une façon de s'assurer. Donc, principe de feedback. Oui, mais je regarde aussi. Il y avait un principe, voilà, celui-là. Si je fais ça, enough time for student to carry out assignment. Si je demande à un groupe de 2-3 étudiants de produire une petite vidéo en réponse à une vignette et que je veux qu'il y ait du peer review par 2 groupes, je ne peux pas demander qu'ils fassent ça mardi pour que mon cours soit jeudi. Donc dans ma scénarisation, c'est un truc qui va prendre 2 semaines. Semaine 1, vous produisez votre ressource, semaine 2, vous faites le peer review, semaine 3, il y a cours. Donc si je fais ça, ça veut dire que je ne peux pas faire la classe inversée tout le temps. Mais sur toute mon année de cours, dire ok, je vais faire 2 classes inversées, c'est pas mal aussi. Je pense que si on faisait que de la classe inversée, ce serait un peu lassant aussi. Ça irait même à l'encontre du blended learning dans la définition large de son terme. Donc, je pense que oui, vous devez travailler peut-être une ou 2 classes inversées sur des thématiques qui sont importantes, que vous voulez vraiment que vos étudiants maîtrisent. Et on peut garder des moments de présentiel classiques aussi. Je pense qu'il faut varier ça.